Après avoir parlé des différents éléments faisant la qualité d'une lame dans mes deux précédentes vidéos, à savoir la géométrie de la lame ainsi que la composition de l'acier utilisé, on va aujourd'hui parler d'un troisième facteur qui est lui aussi très important et qu'il faut prendre en compte, c'est le traitement thermique de l'acier. Alors le traitement thermique, c'est un procédé qui est souvent mal compris du grand public et de sa qualité est de toute façon impossible à vérifier pour un particulier, d'où le mystère autour de cette étape cruciale dans la fabrication d'un couteau. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'expliquer ce principe, le principe de fonctionnement du traitement thermique et discuter de l'importance de celui-ci. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai présenté en introduction, on va parler de traitement thermique, qui est un sujet qui est complexe et qui est très méconnu. Complexe parce que on va devoir aborder pas mal d'éléments physiques et chimiques pour pouvoir comprendre réellement de quoi il s'agit. Et donc avant de commencer, je vais me permettre de faire quelques remarques. La première, c'est que je vais essayer de rester aussi général et simple que possible, tout en essayant de vulgariser le sujet. Donc le but, c'est pas de rentrer dans tous les détails du traitement thermique, ce serait beaucoup trop complexe et beaucoup trop long. Ce sera l'objet de futures vidéos. Et je me permets aussi de citer mes sources. Donc moi, je m'appuie essentiellement sur le site internet Knife Steel Nerds, qui est écrit par Larry Thomas, ainsi que je m'appuie aussi sur ses bouquins qu'il a écrits. Et je me permets aussi de vous conseiller un site qui est cette fois-ci écrit en français, qui s'appelle Coustil, qui a à destination des couteliers et forgerons débutants, et que je trouve très très bien pour commencer. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais me permettre de faire un petit rappel sur les différents facteurs qui font la qualité d'une lame, pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes. On peut en compter principalement trois. Dans l'ordre d'importance, on va voir tout d'abord la géométrie. On a ensuite le traitement thermique et enfin la composition de l'acier. Alors pourquoi ce classement d'importance? Pour schématiser, la géométrie est le plus important car c'est ça qui va vraiment déterminer l'usage du couteau. Personne n'aura l'idée d'essayer de faire des opérations chirurgicales avec une hache et personne ne va essayer d'abattre un arbre avec un rasoir ou un scalpel. C'est d'un non-sens absolu. La raison, c'est parce que la géométrie d'un couteau va guider son usage. C'est pour ça que les couteaux de cuisine ont une forme particulière, c'est pour ça que les couteaux de survie, les couteaux de combat ont une forme particulière. C'est pour ça que les scalpels ou les rasoirs ont une forme particulière, parce que la géométrie guide toujours l'usage. Et enfin, pourquoi est-ce que le traitement thermique est plus important que l'acier? La raison, on va l'expliquer bien sûr dans cette vidéo, mais pour résumer, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à utiliser une composition d'acier particulière si le traitement thermique qui lui est appliqué euh, ne lui correspond pas. Dans ce cas-là, en fait, l'acier n'a pas d'importance si le traitement thermique n'est pas appliqué correctement. Et enfin, du coup, l'acier, pourquoi est-ce que c'est le moins important? Parce que c'est vraiment l'élément qui va servir à soutenir ou à compléter les deux premiers, donc la géométrie et le traitement thermique. C'est pour ça que sur un couteau de survie, on va chercher à utiliser un acier particulier pour optimiser certaines compétences. Si on a besoin d'un peu plus de tenue tranchant, si on a besoin d'un peu plus de dureté ou un peu plus d'inoxydabilité, là, ça va être des éléments qui vont entrer en compte pour le choix de l'acier. Mais pour l'utilisation, ce sera toujours la géométrie et le traitement thermique sera uniquement là pour tirer au maximum parti des propriétés de l'acier. Donc maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'un traitement thermique? Alors déjà, je me permets de rappeler que c'est un sujet qui est compliqué à aborder car on va aborder des principes physiques et chimiques. Et c'est aussi compliqué à expliquer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expérimenter en tant que particulier. Il y a Personnellement, je me suis jamais dit en utilisant un couteau, là le traitement thermique est mal fait ou là il est particulièrement bien fait. C'est pas quelque chose qu'on peut sentir, on a besoin d'outils de mesure précis, on a besoin de faire des tests avancés sur un couteau et c'est pas quelque chose qui est accessible pour un particulier. Pour résumer en une phrase le principe de base du traitement thermique, l'idée ça va être de modifier la structure interne de l'acier en le chauffant, en augmentant sa température, puis en le refroidissant rapidement. C'est, je pense, la manière la plus simple d'expliquer ce qu'est le traitement thermique. Mais maintenant, la partie complexe, c'est de comprendre en quoi chauffer un acier et le refroidir va changer la structure de l'acier. Et pour vous expliquer cela, j'ai essayé de passer par plusieurs étapes. On va monter de manière croissante en complexité. Et pour ça, je dois parler de quelque chose que vous avez peut-être vu au collège, qui s'appelle un diagramme de phase. Alors, un diagramme de phase, c'est un nom qui paraît un petit peu barbare, mais si je vous montre à l'écran, par exemple, celui de l'eau, c'est peut-être une figure que vous avez déjà vue. Un diagramme de phase, c'est simplement
un diagramme qui va avoir la température sur l'axe horizontal et la pression sur l'axe vertical, et qui va nous dire à quelle température et à quelle pression un élément va changer d'état. Un état, c'est simplement solide, liquide ou gazeux. Si on prend l'image que je vous ai mis, donc c'est le diagramme de phase de l'eau, on peut voir que la pression atmosphérique, donc sur la ligne en pointillé rouge tout en haut, l'eau va passer de solide à liquide à 0 degré et l'eau va passer de liquide à gazeux à 100 degrés, comme tout le monde le sait. On peut aussi voir que si la pression est plus basse, par exemple si on est à haute altitude, l'eau va devenir liquide à plus haute température, très légèrement plus haute. Par contre, l'eau va passer de liquide à gazeux à une température qui est beaucoup plus basse. Et c'est pour ça que par exemple au sommet de l'Everest, l'eau elle va bouillir à environ 70 degrés. Maintenant, pour se rapprocher de la météorologie, il faut savoir que le fer, qui est le constituant principal de l'acier de nos couteaux, il a lui aussi un diagramme de phase qui va être particulier, où il va avoir des certaines températures pour passer de l'état solide à liquide, ainsi que de l'état liquide à gazeux. Alors bien évidemment, ces températures sont beaucoup plus élevées que pour celles de l'eau, puisque pour avoir le fer à l'état liquide, il faut atteindre quelque chose comme les 2000 degrés Celsius, si je ne me trompe pas. Mais le fer obéit exactement au même type de diagramme que l'eau, simplement avec des valeurs différentes. Maintenant, pour un acier, c'est un petit peu plus compliqué parce que un acier n'est pas constitué uniquement de fer. À ce fer, on va souvent ajouter d'autres éléments et notamment l'un des principaux, ça va être l'ajout de carbone. Et le problème, c'est que le fait d'ajouter du carbone au fer, ça va modifier grandement ce diagramme de phase. Pour expliquer ça, je vais prendre l'exemple qui est un peu plus commun et peut-être un petit peu plus parlant de l'eau salée. Donc ici, je vais montrer un autre diagramme de phase, donc celui de l'eau salée qui est un petit peu différent. Donc cette fois-ci, on a l'axe vertical qui va représenter la température et on va avoir l'axe horizontal qui va représenter la proportion de sel. Donc on peut voir le 0,1 ça veut dire 10% de sel, 0,2 c'est 20%, 0,3 30%. Ici, on va avoir encore une fois les courbes qui représentent les températures auxquelles on va changer d'état. On peut voir sur ce diagramme que si on prend une proportion de sel de 0%, donc on est sur la ligne tout à gauche, l'eau va passer de l'état liquide à l'état solide à 0 degré. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Par contre, quand on va ajouter du sel, on peut voir que la courbe de changement d'état va diminuer de plus en plus jusqu'à atteindre un minimum qui est autour de moins 21 degrés. Et c'est pour cette raison qu'on va ajouter du sel, qu'on va saupoudrer de sel quand il y a du verglas sur les routes ou de la neige, simplement car ça va abaisser la température de fusion de l'eau. Donc ça va abaisser la température à laquelle la glace se forme en fait. Et donc c'est pour cette raison qu'on va ajouter du sel, puisque en France, on va rarement avoir des températures qui vont être de l'ordre de moins 10, moins 15 degrés. Et donc le fait d'ajouter du sel, ça va permettre d'avoir formation d'eau salée plutôt que de glace. Pour le faire, c'est exactement la même chose, mais avec du carbone. Donc cette fois-ci, je vous montre un diagramme simplifié qui vient de chez Koustil, justement, dont je vous ai parlé en introduction. Et on a exactement le même type de diagramme. L'axe vertical représente la température, tandis que l'axe horizontal représente le pourcentage de carbone dans l'acier. Et donc ici, on voit qu'on se restreint entre 0 et 2%, qui sont les proportions standards qu'on utilise pour de l'acier. Au-delà de ce pourcentage, on va plutôt parler de fonte ou d'autres déclinaisons dont je ne suis pas forcément au courant. L'idée du traitement thermique, c'est que si on ajoute simplement du carbone dans le fer, l'acier ne va pas forcément avoir la structure optimale pour tirer parti. On va pas avoir des propriétés qui vont être optimales. Pour ce faire, on doit atteindre ce qu'on appelle la phase d'austénite, que vous voyez qui est tout en haut sur notre graphe. C'est cette austénite qui va constituer le principal, qui va être le principal constituant de l'acier et qui va lui permettre d'avoir des propriétés de dureté et de capacité de coupe optimales. Et donc on comprend bien que pour atteindre cette phase, on va devoir monter de température
Et cette montée de température va dépendre du taux de carbone dans notre acier. Si on va avoir à peu près 0,8% de carbone, donc c'est le cas du point D que vous voyez, on comprend qu'on va devoir monter une température qui va être autour de 700-800 degrés pour commencer à former de l'austenite. Tandis que si on a un acier qui a par exemple 0,5% de carbone, cette fois-ci il faudra monter au-delà de 800 degrés pour commencer à former de l'austenite. Alors, la partie compliquée, c'est qu'il ne suffit pas de monter à cette température et tout est fini. Il y a un temps pendant lequel il va falloir maintenir cette température pour laisser le temps à cette austenite de se former. Et pendant ce temps, il va falloir garantir l'homogénéité de la température au sein de notre lame de couteau pour éviter des impuretés et des hétérogénéités, excusez-moi, qui seront potentiellement des futurs points de casse, par exemple. Et donc, le temps qu'on va devoir passer va dépendre, bien sûr, de l'acier utilisé, mais va aussi dépendre du volume de notre lame. Maintenant, on peut se dire, une fois qu'on a monté notre lame en température, qu'on a formé de l'austenite, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous vous en doutez, on ne peut pas simplement laisser notre couteau diminuer en température, puisque ce faisant, on risque de reformer les structures qu'on ne voulait pas, donc à savoir la ferrite, la perlite, la cémentite. Nous, on veut éviter ça et on veut uniquement la forme austenite. Et donc pour ce faire, on va utiliser une méthode de refroidissement qui va être rapide. Et c'est ce refroidissement rapide qui va figer la structure de l'acier et qui va conserver la composition, la structure qui nous intéresse. Et donc maintenant, il existe différentes méthodes de refroidissement. Typiquement, c'est différents matériaux qu'on va utiliser, différents éléments qu'on va utiliser pour refroidir. On peut utiliser un refroidissement à air, un refroidissement en plongeant la lame dans de l'eau, en plongeant la lame dans de l'huile ou en plongeant la lame dans de l'azote liquide par exemple. Ce sont les différentes alternatives qu'il existe. Maintenant, le choix, ça va dépendre de la composition de l'acier principalement. Alors là, je vous ai parlé du cas où on a de l'acier qui est constitué uniquement de fer et de carbone, mais le point qui est compliqué, vous vous en doutez, c'est que dans les aciers modernes, on a beaucoup plus d'éléments qui sont ajoutés à la composition de l'acier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de diagramme, on va en avoir, mais qui prennent en compte toutes les différentes proportions d'éléments, et donc ils sont beaucoup plus compliqués à tracer pour les différentes entreprises de métallurgie. Et donc, justement, le point qui est intéressant, c'est que le traitement thermique est, excusez-moi pour la pause, le traitement thermique est indépendant pour tous les aciers. Chaque acier a un traitement thermique qui va être différent et plus on va ajouter d'éléments, plus ce traitement thermique devra être précis. Quand on va vouloir avoir une structure cristalline, une structure interne de l'acier qui va dépendre énormément de traitement thermique et un mauvais traitement thermique résultera un acier qui ne sera pas utilisable à 100%. Je me permets de faire une remarque qui me paraît très importante à ce stade, c'est de dire qu'il n'existe pas de traitement thermique magique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vieux coutelier dans son garage qui a un traitement thermique spécial qui permet d'avoir avec du 420, de l'acier 420, une tenue tranchant qui est aussi bonne que du M390, ça n'existe pas. D'accord? Traitement thermique, c'est quelque chose qui est mesuré expérimentalement par les entreprises de métallurgie. Et donc, ils testent pour un acier donné différents temps, différentes températures, différentes méthodes de refroidissement, différentes vitesses de refroidissement. Et avec toutes ces données expérimentales, ils en déduisent le traitement thermique qui sera le plus approprié pour tirer parti des qualités de l'acier qu'ils ont créé. Et du coup, il faut toujours suivre les marques dans le traitement thermique. On ne peut pas inventer un nouveau traitement thermique. On peut simplement trouver le traitement thermique qui correspond le mieux à l'acier qu'on souhaite utiliser. Je me permets de faire cette précision parce qu'il y a souvent une incompréhension sur ce point-là. Pour conclure, le traitement thermique, c'est une étape qui est indispensable, autant qu'inévitable, pour créer un couteau et pour fabriquer un couteau. Elle est autant indispensable qu'elle est invérifiable pour de simples particuliers comme nous. Et c'est pour ça qu'on doit se fier aux marques et aux couteliers pour la qualité du traitement thermique qu'ils ont employé sur leur couteau. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles,
avoir des aciers particuliers, ça coûte cher aux marques. On peut par exemple citer la marque Spyderco qui a l'habitude de sortir des modèles Sprint Run, donc des éditions limitées, avec des aciers particuliers. Et ces modèles coûtent plus cher d'une part parce que ce sont des séries plus limitées et donc forcément pour amortir le coût de production, il faut avoir une marge qui est plus importante, mais aussi parce qu'ils sont obligés de tester le traitement thermique sur leur chaîne de fabrication industrielle avant de pouvoir sortir le couteau, ce qui coûte du temps, de l'énergie, des consommables et donc de l'argent. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré que je vous ai pas présenté de couteau cette fois-ci. Je pense que c'était important de faire cette discussion avant de pouvoir parler de sujets plus avancés, parce que beaucoup de gens ont une mauvaise idée du traitement thermique, alors que c'est un processus qui est relativement simple à comprendre, même s'il est très complexe à exécuter dans le cas de la métallurgie moderne. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées claires, si vous avez des remarques, des suggestions, des conseils. S'il y a des choses que vous n'avez pas aimées aussi, n'hésitez pas à me le dire. C'est très très important pour moi pour que je puisse m'améliorer dans le futur. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir de voir des likes quand on a passé du temps à faire des recherches pour une vidéo. Si vous voulez rester au courant de mes prochaines sorties, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je risque de recommencer à faire des présentations de couteaux pour mes prochaines vidéos. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.